Yo les Glaptolters, dans cette vidéo je vais vous parler de ce petit boîtier que j'utilise professionnellement depuis plus de 3 ans maintenant et on va essayer de répondre à la question suivante, est-ce que ça vaut encore le coup de l'acheter en 2022? Mais bon, en même temps, je vous apprends pas grand chose puisque c'était déjà dans le titre. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, petite intro pour ceux qui découvrent cette chaîne. Moi, c'est Tolt. Depuis plus de 5 ans, je parcours le monde pour faire découvrir les plus beaux endroits de notre planète à travers des vidéos qui cumulent plus de 15 millions de vues. Mais aujourd'hui, force est de constater que nos comportements mettent tous ces écosystèmes en danger. Dérèglement climatique, pollution, effondrement de la biodiversité, je crois que les défis ne manquent pas. Mais il y a encore de l'espoir. Avec Génération Voyage, on a décidé de s'associer pour vous donner envie de découvrir le monde différemment. On a envie de vous montrer que rencontrer, partager, avoir le souffle coupé, eh bien tout ça, ça peut se faire sans avion. Alors pour rappel, le Sony A7 III est commercialisé depuis avril 2018, mais personnellement je ne l'utilise que depuis mon voyage à Taïwan en mai 2019, pendant lequel Sony France m'avait prêté un boîtier. Et suite à la publication de ma vidéo Don't Go to Taiwan qui avait énormément buzzé, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 3 millions de vues, je vous la mets là si ça vous intéresse, eh bien Sony Taïwan m'avait proposé de faire une interview dans laquelle j'expliquais ce que j'avais aimé à propos de l'A7 III. Pareil, je vous la mets ici si ça vous intéresse. Et petite précision, je ne suis pas responsable de la mauvaise qualité du son, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y a eu un petit souci au niveau du montage. Bref, en échange de cette interview et de la cession de droit sur certaines de mes images, j'ai négocié qu'ils m'envoient un A7 III et 2 objectifs G-Master. Et donc ça fait maintenant plus de 2 ans que j'utilise ce boîtier à plein temps pour presque tous mes projets, que ce soit des tournages pour des offices de tourisme, des tournages dans mon studio ou pour la photo. À côté de ça, j'ai aussi un A7R II que j'ai acheté reconditionné sur Back Market, un Alpha 6600 que m'a donné Sony France, un Z6 offert par Nikon, et j'ai pu tester très rapidement le tout nouvel Alpha 7 IV que m'a prêté Sony France. Je préfère vous préciser tout ça par souci de transparence et pour que vous ayez une idée des éléments de comparaison que je peux avoir. Maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de ce petit bébé. Le premier élément qui me plaît à propos de ce boîtier, c'est sa robustesse. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 2 ans que je m'en sers pour des tournages assez mouvementés dans lesquels on a pu faire de l'escalade, de la via ferrata, mais aussi avec des conditions humides. Il a même carrément pris l'eau plusieurs fois et j'ai jamais eu le moindre souci. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais honnêtement, c'est un boîtier super fiable. Deuxième point qui concerne globalement toute la gamme Alpha, ce sont des boîtiers peu encombrants et plutôt légers, donc vraiment idéal quand tu dois souvent les trimballer sur ton dos comme moi. Autre point qui rejoint le précédent, c'est un appareil très versatile puisqu'il répond très bien à mes besoins, que ce soit pour la photo ou la vidéo. Et en plus de ça, grâce à ses bonnes performances en basse luminosité, ça permet d'avoir un seul appareil et de pouvoir se passer d'accessoires dans la plupart des cas. L'autonomie de la batterie est aussi très satisfaisante. Pour nos tournages, on part généralement avec un boîtier chacun et à moins d'avoir beaucoup d'interviews ou beaucoup de timelapse, il suffit de la recharger en fin de journée. Ce que certaines personnes voient comme un point faible peut aussi se révéler être un point fort. Alors le fait de filmer en 8 bits avec un débit vidéo max de 100 mégabits par seconde, eh bien ça te permet aussi d'avoir des fichiers plus légers qui seront plus faciles à stocker, lire et exploiter sur ton logiciel de montage. Et honnêtement, vu que dans mon cas, les vidéos sont vouées à finir sur YouTube et volontairement exportées en 1080p pour limiter leur impact environnemental, je préfère privilégier la simplicité plutôt que de compliquer mon flux opérationnel pour une meilleure qualité qui finalement sera un peu annulée par la compression YouTube et perçue par une minorité de connaisseurs. Concernant la simplicité d'utilisation, j'aimerais aussi mentionner l'autofocus qui est vraiment très efficace et ça c'est assez important quand tu tournes souvent en plein jour sans moniteur comme moi parce que ça rend la mise au point manuelle quasi impossible. Et enfin les boutons personnalisables qui te permettent de changer d'un réglage à un autre super rapidement sans avoir à retourner dans le menu. Enfin, dernier gros point fort de ce boîtier, c'est évidemment son prix ultra attractif. Au moment où je tourne cette vidéo, on peut le trouver reconditionné à 1700 € sur Back Market, ou bien à 1250 € sur Miss Numérique, ou bien encore 1600 € sur Le Bon Coin. C'est plus de 2000 € de moins que l'A7S III et plus de 600 € de moins que son successeur, l'A7 IV. Sans compter évidemment toutes les économies qui vont avec, puisque vous n'aurez pas besoin de racheter d'ordinateur, de carte SD, de disque dur, etc. À mon sens, le plus gros point faible de l'A7 III, c'est son écran qui ne pivote pas, surtout à une époque où les gens se filment de plus en plus en face caméra. Même si j'arrive personnellement bien à m'en passer, notamment grâce au très bon autofocus, je peux comprendre que ça soit un élément essentiel pour certains,
et qu'il privilégie donc l'A7 IV par exemple. C'était pas trop le cas il y a 2 ans, mais force est d'admettre que depuis la sortie de nouveaux modèles, le Sony A7 III offre une qualité d'image un peu moins bonne que ce qui se fait aujourd'hui. Avec le 8 bits, on aura moins de marge de manœuvre au niveau de l'étalonnage et le débit maximal de 100 mégabits par seconde ne permettra évidemment pas d'avoir une image d'aussi bonne qualité qu'avec un débit plus élevé. Malgré tout, comme je l'ai dit précédemment, ce n'est à mon sens un point faible que si vous pensez publier vos vidéos autre part que sur Internet, parce que la compression des plateformes dégradera vos vidéos quoi qu'il arrive, et il faut bien garder en tête que la grande majorité des gens regardent sur petit écran et ne remarquent pas du tout ces différences. Un autre vrai défaut bien connu des anciens boîtiers Sony, c'est aussi le menu. Il est honnêtement assez peu ergonomique, et ça m'arrive même encore aujourd'hui de mettre un peu de temps à retrouver certains réglages, et la prise en main est loin d'être immédiate. Mais bon, une fois que t'es habitué, il n'y a rien de vraiment compliqué. Enfin, dernier point négatif, l'incapacité de filmer en 4K 50 ou 100 images par seconde, comme sur l'A7 IV ou l'A7S III. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas puisque j'exporte volontairement en 1080p, mais je peux entendre que ça soit important pour ceux qui veulent exporter en 4K. Même si honnêtement, avec un bon éclairage et un objectif de qualité, tes séquences en 1080p mises à l'échelle 200% s'intégreront très bien dans ta timeline en 4K. En conclusion, à moins que tu sois vraiment obligé d'exporter tes vidéos en 4K avec des ralentis ou bien que tu aies absolument besoin de l'écran rotatif, je pense que le Sony Alpha 7 III est encore un super outil, même pour une utilisation professionnelle, puisque la majorité des contenus sont quoi qu'il arrive voués à être regardés sur des écrans de smartphone ou d'ordinateur. Et personnellement, les 650 € de plus pour acheter un A7 IV ou même les 2000 € pour acheter un A7S III, je préfère largement les investir dans un objectif ou bien un appareil complémentaire du genre drone ou caméra d'action. Sans compter évidemment tous les investissements annexes que ça peut impliquer parce que enregistrer et monter de la 4K 100 fps, eh bien ça va probablement nécessiter d'acheter aussi de nouvelles cartes SD, des disques durs en plus pour le stockage et un nouvel ordinateur. Et enfin, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, faites attention à ne pas devenir trop esclave du marketing. Ce n'est pas l'appareil que vous achèterez qui déterminera le succès de vos projets, mais plutôt l'énergie et l'originalité que vous y mettrez. Et surtout, ça me semble super important de ne pas encourager cette course à l'armement, parce que tout ça a un coût environnemental désastreux, ça nécessite d'extraire toujours plus de matières premières et de consommer toujours plus d'énergie, et je suis pas certain que le fait de pouvoir regarder des vidéos en 8K en vaille vraiment la peine. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.